Alors, quand on commence le droit constitutionnel, on doit connaître la notion de constitution. Donc, pour rappel, la constitution, c'est le texte juridique suprême qui s'impose dans l'ordre juridique étatique et qui va rassembler les règles qui vont fixer notamment la forme de l'État, donc par exemple l'État fédéral ou l'État unitaire, les règles qui vont également fixer la nature des rapports entre les gouvernants et les gouvernés, mais aussi les règles qui vont fixer globalement l'organisation du pouvoir politique, la transmission du pouvoir politique, etc. Cette constitution, il peut y en avoir de plusieurs sortes. C'est pour ça qu'on a des distinctions qui doivent être connues de la part des étudiants. On a la distinction entre les constitutions formelles et les constitutions matérielles, mais on a aussi une grande distinction entre les constitutions souples et les constitutions rigides. Cette distinction, constitution souple, constitution rigide, concerne directement le thème de la révision des constitutions. Donc, c'est ce dont on va parler dans ce cours. Soyez attentifs parce que ça fait souvent l'objet de partiels. On va en parler tout de suite. C'est parti. Alors, donc, comme je vous disais, cette distinction constitution souple et constitution rigide, ça permet de comprendre les modalités de révision d'une constitution. Donc, la révision, c'est la modification de la constitution. Donc ça, c'est un thème qui est lié aussi au pouvoir constituant dérivé. La constitution rigide, donc c'est une constitution qui est caractérisée par l'existence de procédures de révision plus contraignantes que celles applicables aux lois ordinaires. La notion de constitution souple, à l'inverse, permet une révision selon des modalités de la procédure législative ordinaire. C'est-à-dire qu'une simple loi ordinaire peut modifier la Constitution. Alors, une Constitution rigide, si on va plus loin. Donc, on l'a dit, c'est une Constitution qui prévoit une révision soumise à une procédure spéciale plus contraignante que l'adoption d'une loi ordinaire. La rigidité va imposer des conditions spécifiques qui rendent la révision plus difficile qu'une loi ordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas un seul type de constitution rigide. On a des degrés de rigidité. Euh, Quelle métaphore je pourrais vous donner? Imaginez par exemple que une constitution souple, ce serait un coffre-fort donc dans lequel vous allez mettre toutes les règles constitutionnelles. Constitution souple, vous mettez sous votre lit, dans une boîte en carton avec un élastique, toutes les règles constitutionnelles, la protection des droits fondamentaux, les règles qui organisent les rapports entre les institutions, la forme de l'État, etc. C'est une petite boîte comme ça. Donc évidemment, c'est facile d'ouvrir la boîte, de couper l'élastique et de faire un peu ce qu'on veut avec la Constitution. Ça, c'est la Constitution souple. À l'inverse, si on choisissait une Constitution rigide, ce serait plutôt un coffre-fort avec en titanium, avec une reconnaissance faciale, plus une reconnaissance de la rétine, avec un triple mécanisme de serrure, une clé en plus, etc., etc. Donc, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus difficile à ouvrir, à modifier, quelque chose de plus protégé. Mais c'est pas parce qu'on a une constitution rigide, donc là dans l'exemple que je vous donne, un coffre-fort, qu'on n'a pas de degré de rigidité. Vous pourriez avoir un coffre-fort avec, je sais pas moi, 4 étapes. Vous devez mettre d'abord scanner votre œil, ensuite utiliser une clé, ensuite scanner votre main, ensuite appeler un proche qui connaît le code, etc. Donc il y a des degrés de rigidité. Soit vous avez une ou deux étapes, soit vous en avez plusieurs. Toutes les constitutions rigides ne se ressemblent pas. Il y en a qui prévoient des procédures de révision plus complexes que d'autres. Retenez, hein, mais je pense que vous l'avez compris, que dans le vocabulaire courant, le terme de rigide, ça signifie qu'il garde sa forme, ne se déforme pas. C'est pour ça qu'on parle de rigidité. On peut prendre l'exemple, je prends toujours cette image pour la constitution souple d'un roseau, voilà, qu'on va pouvoir plier, adapter. C'est tout l'intérêt des constitutions souples. Et à l'inverse, un chêne, ça va être rigide, on va pas pouvoir changer sa forme, ça va rester tel quel. Donc voilà, c'est deux concepts théoriques, mais ça ne veut pas dire qu'une constitution rigide, on ne peut pas la modifier du tout, qu'on ne peut pas la réviser. Au contraire, on peut, mais c'est plus compliqué qu'une constitution souple. Alors, quelles sont les contraintes qui vont caractériser une constitution rigide? Donc d'abord, sur la procédure d'adoption. Donc ça intervient à plusieurs niveaux. Premier niveau, sur la procédure d'adoption. On a l'exigence de majorité qualifiée supérieure à la majorité simple requise pour les lois ordinaires. Donc par exemple, pour la Constitution française de 58, donc notre Constitution actuellement en vigueur, on va exiger une majorité des 3/5 des suffrages exprimés lorsque la révision est adoptée par le Congrès. Donc le Congrès, c'est la réunion des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vont être réunis dans le Congrès à Versailles. Et là, il faudra, pour obtenir un changement, une modification de la Constitution, la majorité des 3/5. Donc là, c'est sur la procédure d'adoption, on a une forme de rigidité. Sur l'organe compétent pour procéder à la révision ensuite, là, on va faire intervenir un organe spécifique. Donc là, je vous ai dit, par exemple, en France, c'est le Congrès pour la Constitution de 1958.
On peut faire intervenir une assemblée constituante ou ça peut être la participation populaire par référendum. Donc c'est par exemple le cas aux États-Unis, on exige l'intervention des 2 tiers des 2 chambres du Congrès pour proposer un amendement, puis la ratification pardon, par les 3 quarts des États. Je crois que pour la Suisse, les modifications se font toujours par référendum. Hem, on peut avoir aussi des limites substantielles. Donc les limites substantielles, on peut parler aussi de clause d'éternité. On en avait parlé dans le cours sur le pouvoir constituant dérivé. On peut avoir des limitations temporelles. Je vais vous expliquer ce que c'est, hein, bah, voilà, on a des exemples et des interdictions de révision dans certaines périodes, donc des interdictions, on va dire, contextuelles. Exemple de limitation temporelle. Notre Constitution, à l'article 89, interdit toute révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Vous comprenez l'idée? Ça fait suite notamment à la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on veut éviter, c'est que quand la France est envahie par un pays étranger, qu'on puisse en profiter pour avoir un faux pouvoir, un pouvoir dans lequel on n'a pas vraiment confiance, qui en profite pour modifier, changer complètement notre Constitution. C'est tout l'intérêt de ce type de clause de limitation temporelle contextuelle, si vous voulez. Pour les limitations matérielles, donc on parle aussi de clauses d'éternité. Vous avez parfois des clauses qui vont interdire de toucher à tel élément dans la Constitution. Hem, L'exemple typique en France, c'est la forme républicaine du gouvernement qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adopter une forme monarchique. On ne peut pas retourner à la monarchie en France. Donc ça découle, hein, de notre histoire, politique française. On a une crainte, en tout cas les constituants avaient une crainte du régime monarchique. Donc ils ont prévu cette clause-là, donc c'est une clause d'éternité, une limite matérielle. Le pouvoir constituant dérivé ne peut pas toucher à la forme républicaine du gouvernement. On est obligé de rester dans une forme républicaine, on est obligé de rester en république. Donc cette rigidité constitutionnelle, elle permet d'assurer la supériorité hiérarchique de la Constitution sur les autres normes, parce que dans ce type de système, une simple loi ordinaire ne peut pas modifier la Constitution. Donc il y a il y a ici une histoire de hiérarchie des normes. La Constitution est placée au-dessus des autres normes juridiques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de hiérarchie des normes, qui est une notion à la fois d'introduction au droit et de droit constitutionnel, je vous invite à consulter le cours complet, qui figure sur notre blog. Et on va faire une vidéo dessus qui est peut-être déjà sortie à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Alors ça, vous devez le connaître. On a des avantages et des inconvénients, hein, aux constitutions souples, aux constitutions rigides. Là, c'est plutôt les avantages, les justifications de la rigidité constitutionnelle. Premièrement, cette rigidité permet de protéger les droits fondamentaux ayant valeur constitutionnelle contre les atteintes que pourraient porter les majorités politiques conjoncturelles. Donc en fonction de telle ou telle majorité politique, si on pouvait réviser la Constitution par une loi ordinaire, on risquerait de remettre en cause certains droits fondamentaux, ce qui risquerait d'être problématique. Ça permet ensuite, surtout, de garantir la stabilité institutionnelle en évitant des révisions constitutionnelles intempestives qui pourraient fragiliser, déstabiliser le système politique. Donc là, l'idée, c'est d'assurer une certaine permanence des institutions et des règles fondamentales de l'État. Donc un exemple de constitution rigide, enfin plusieurs exemples. Vous avez évidemment la Constitution française. Donc, alors, retenez bien tout ça, cette idée de rigidité, hein, constitutionnelle. Pourquoi je vais vous donner plusieurs exemples ici? C'est que, comme je vous disais, il y a des degrés de rigidité. Je vais vous donner une image, pas à retenir comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre. Un peu comme pour les séismes. Vous savez, pour les séismes, il y a l'échelle de Richter pour évaluer. Donc, on a le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce serait un peu pareil pour les constitutions rigides. On a des degrés de rigidité. Donc, la France, on serait voilà, sur un niveau 5. C'est pas la constitution la plus rigide, mais c'est quand même une constitution rigide. Mais quand on regarde, hein, statistiquement, on a quand même beaucoup. Si on compare les révisions qu'on a eues en France depuis 1958 et les révisions qu'on a eues en France, aux États-Unis, la Constitution américaine, depuis plus de 250 ans, si je dis pas de bêtises. J'essaie de voir, oui, c'est ça, depuis plus de 250 ans. On a presque eu autant de révisions pour la Constitution américaine que pour la Constitution française. Donc, la Constitution française, vous voyez, n'est pas si rigide que ça, hein. Moins que la Constitution américaine. Après, ça fait aussi partie peut-être de la culture politique, mais voilà, on peut réviser la Constitution française. Donc l'article 89 de notre Constitution va prévoir une procédure complexe de révision qui se déroule en plusieurs étapes obligatoires. C'est pas la même chose que pour l'adoption, le vote d'une loi, hein. Donc le projet de révision doit être adopté en termes identiques par les 2 assemblées, puis ensuite, il va être ratifié soit par référendum,
C'est très, très rare en France. On n'aime pas donner la parole au peuple en France, faut dire ce qui est. C'est rare, même si c'est ce que souhaitait le général de Gaulle. Ou par le Congrès. Donc le Congrès, ça va être, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à Versailles à la majorité des 3/5. On a la Constitution américaine, qui est également une constitution rigide, donc vous voyez 1787. L'article 5 prévoit que les amendements soient proposés par les 2 tiers du Congrès ou d'une convention d'État, puis ratifiés par les 3 quarts des États. Voilà, donc ce que je vous disais, nombre plutôt faible d'amendements adoptés depuis cette date. On a la constitution allemande, qui est une constitution aussi particulièrement rigide. Donc l'article 79 exige une majorité des 2 tiers du Bundestag et du Bundesrat pour toute révision. Vous avez aussi une clause d'éternité qui interdit toute révision portant atteinte aux principes fondamentaux. Voilà, donc vous avez plusieurs clauses comme ça dans la constitution allemande. Je crois qu'il y a aussi qui interdit de porter atteinte au principe de dignité et aussi à la forme fédérale. Alors j'ai plus la formule exacte, mais à la forme fédérale en fait du de l'État allemand. 2 secondes. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, ça nous aide beaucoup. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on a une plateforme complète sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des matières fondamentales pour la L1, la L2 ou la L3. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On peut reprendre tout de suite la vidéo, c'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'une constitution souple? Donc, une constitution souple peut être révisée selon la même procédure que celle applicable aux lois ordinaires. Donc ici, le pouvoir constituant dérivé est au même niveau que le pouvoir législatif ordinaire. C'est la même chose. C'est comme si en France, l'Assemblée nationale et le Sénat pouvaient, par le vote d'une loi, modifier notre constitution. Donc la modification constitutionnelle s'effectue selon la procédure législative habituelle, sans majorité qualifiée, sans organe spécifique ou spécialisé, ou sans délai particulier. Donc l'avantage c'est quoi? Donc là toujours, avantage, inconvénient, vous devez les avoir en tête. Faites-vous un tableau, ça c'est vraiment important. Ça permet une adaptation rapide et flexible du texte constitutionnel aux évolutions politiques et sociales. Donc c'est tout l'intérêt de cette souplesse, ça permet de s'adapter. Et je vous avais dit aussi, donc je crois que c'était sur le cours sur le pouvoir constituant dérivé, on a parfois des sujets qui sont, la constitution est-elle faite pour durer? Ou une constitution est-elle éternelle? Donc c'est toujours cette question de comment fait-on pour avoir une constitution qui dure? Et pour qu'une constitution dure, il faut un équilibre entre un peu de souplesse, un peu de rigidité. Trop de souplesse, ça peut être dangereux parce que ça peut mettre en cause la stabilité, la permanence des institutions, si on fait des changements intempestifs en fonction des différentes majorités au pouvoir. Mais à l'inverse, trop de rigidité, ça ne permet pas d'adapter la Constitution aux évolutions sociétales. La Constitution peut se retrouver complètement dépassée et mourir de fait de son inadaptation aux évolutions de la société. Donc la conséquence de cette souplesse constitutionnelle, c'est qu'on n'a pas de véritable hiérarchie normative entre les normes constitutionnelles et les lois ordinaires. En fait, elles sont placées au même niveau, de fait. Donc une loi contraire à la Constitution peut la réviser, puisqu'elle émane du même pouvoir et suit la même procédure. Si une loi peut modifier la Constitution par sa seule adoption, ça devient plus difficile de l'annuler pour inconstitutionnalité. Donc en fait, ça rend le contrôle juridictionnel de constitutionnalité impossible, tout simplement. Donc si on n'a pas de contrôle juridictionnel, ça fait que c'est la modification de la Constitution est beaucoup plus simple. La Constitution souple implique la prééminence absolue du pouvoir législatif sur les autres pouvoirs. Donc là, ici, le Parlement est de fait souverain, puisque le Parlement peut modifier la Constitution. C'est comme si en France, je vous ai dit, l'Assemblée nationale et le Sénat pouvaient simplement, selon la procédure législative ordinaire, décider de modifier la Constitution comme ils le souhaitent. Donc l'exemple le plus connu qu'on donne dans tous les manuels, c'est le Royaume-Uni qui a une constitution souple, ce qui signifie que les règles constitutionnelles britanniques peuvent être modifiées par de simples lois ordinaires. Voilà, donc par exemple, la réduction des pouvoirs de la Chambre des Lords par les Parliament Acts de 1911 et 1949 a été opérée par la voie législative ordinaire sans aucune procédure spéciale. On cite aussi donc la Nouvelle-Zélande qui a longtemps fonctionné avec un système de constitution souple, mais c'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc c'est un exemple qui est périmé, mais voilà. Alors rapidement, les avantages et les limites des constitutions souples et rigides. Donc les avantages d'une constitution rigide, c'est de garantir la stabilité institutionnelle et la prévisibilité juridique qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Le fait d'éviter de changer, de modifier la constitution de manière intempestive, ça garantit une stabilité institutionnelle. Ça permet de protéger efficacement les droits fondamentaux contre les majorités conjoncturelles et de limiter les révisions intempestives. Et troisièmement, ça permet de renforcer la légitimité du texte constitutionnel en soulignant son caractère fondamental et exceptionnel. On ne met pas au même niveau qu'une loi ordinaire, donc ça renforce sa légitimité. Les inconvénients, c'est le risque de blocage institutionnel. Quand vous avez des procédures qui sont beaucoup trop rigides, beaucoup trop contraignantes,
ça devient compliqué de modifier la Constitution et ça peut amener à des blocages institutionnels. Ça peut rendre difficile l'adaptation, ce que je vous disais, aux évolutions sociales, ce qui peut conduire à des contournements par l'interprétation ou à des pratiques extra-constitutionnelles. Je vous renvoie au cours là-dessus sur les conventions de la Constitution ou la coutume constitutionnelle. Et puis, ça peut avoir un coût politique et temporel. Ça prend du temps et ça peut être compliqué à organiser d'un point de vue politique, de mettre en place des procédures de révision qui peut dissuader les réformes nécessaires. En France, par exemple, on n'a pas toujours intérêt à lancer une réforme constitutionnelle quand on n'est pas certain que ça puisse aboutir à une révision effective de la Constitution. Les avantages de la Constitution souple, c'est la flexibilité, la capacité d'adaptation au changement qui est plus simple évidemment. Ça permet des réformes plus rapides et de respecter davantage le principe de souveraineté parlementaire puisque, on l'a vu, hein, c'est l'Assemblée législative ordinaire qui va pouvoir modifier la Constitution. Et ça facilite l'évolution progressive du système constitutionnel et évite les tensions liées à l'inadaptation des règles aux réalités politiques et sociales. En revanche, ça ne garantit pas la stabilité institutionnelle, protection limitée également des droits fondamentaux, puisqu'on peut les modifier plus facilement. L'absence de hiérarchie normative claire peut créer une insécurité juridique, le fait de mettre au même niveau les lois ordinaires et la Constitution, et ça peut faciliter les révisions abusives ou opportunistes, et ça peut nuire aussi à la légitimité du système constitutionnel, ainsi qu'à la confiance des citoyens dans les institutions. Alors comme je vous disais, vous pouvez souvent être interrogé là-dessus. Un des exemples qui est déjà tombé, c'est analyser le caractère rigide de la Constitution française à travers l'exemple de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. C'est un sujet qui est déjà tombé. Donc voilà, à partir de ces éléments de connaissance de cours, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis bon courage pour vos révisions.